Au plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, à tous, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur Star 21 TV. À la une de ce journal, au Mali, un coup d'état militaire est intervenu à Bamako mardi 18 août 2020. Un coup d'état qui n'a engendré aucune perte en vie humaine. Ibrahim Boubacar Keïta contraint d'annoncer sa démission à la présidence malienne. Les échos, c'est dans ce journal. Et puis en Guinée, le président du parti du Rassemblement guinéen pour le développement, RGD, a déclaré ce mercredi sa peine pour le peuple malien. Vous entendrez Maître Abdoul Kabele Kamara dans cette édition d'information. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Comme je vous le disais au sommaire, un coup d'état militaire est intervenu au Mali Bamako mardi 18 août 2020. Un coup d'état qui n'a engendré aucune perte en vie humaine. Ibrahim Boubacar Keïta a été contraint d'annoncer sa démission à la présidence malienne. Des Maliens qui manifestaient ces derniers temps considèrent ce coup d'état comme un acte libérateur d'une dictature grâce à l'armée. Reportage Kadetou Bari. C'est déjà consommé le coup d'état militaire au Mali. Dans son discours lu mardi 18 août 2020 dans les médias d'État, l'ancien président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, du gouvernement ainsi que sa démission à la présidence malienne. Si aujourd'hui, il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix d'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Pourquoi? Je voudrais, à ce moment précis, tout en remerciant le peuple malien de son accompagnement au long de ces dernières années, de la chaleur de son affection, vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. Ce coup d'État est intervenu sans effusion du sang ni perte en vie humaine. Dans leur discours de circonstance, les militaires parlent d'une transition civile avant d'inviter toutes les organisations de la société civile malienne de se joindre à eux pour la lutte. Maliennes, Maliens, des villages entiers sont brûlés, de paisibles citoyens massacrés, et nous déplorons tous les jours la perte de nos compagnons d'armes. L'horreur est devenue le quotidien du Malien. Les Maliens sont devenus des réfugiés dans leur propre pays, en proie à toutes les difficultés existentielles. Maliennes et Maliens, face à la difficulté de garantir à ce jour le respect de la Constitution, l'intégrité du territoire, l'indépendance de l'unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale, M. Ibrahim Boubacar Keïta et son régime, après dissolution de l'Assemblée nationale, ce jour 18 août 2020 a rendu sa démission. Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. Les putschistes regroupés au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, ont promis de nouvelles élections dans des délais raisonnables. Par la même occasion, le CNSP annonce la fermeture de toutes les frontières aériennes et l'instauration d'un couvre-feu jusqu'à nouvel ordre. Justement, parlant toujours de ce coup d'État au Mali, il faut dire que certains citoyens se sont prononcés sur la question. Suivez. Les Maliens ont demandé à ce que M. le Président accepte de dialoguer avec eux, de dissoudre l'Assemblée et de faire démissionner le Premier ministre. Il n'a pas voulu. Aujourd'hui, la raison est aux côtés du peuple. Je pense que c'est une très bonne chose. Je salue beaucoup la maturité du peuple malien
Et surtout du fait qu'il n'y a pas eu de bande de sang, ils ont vraiment mis le président Ibeka de côté et ils ont accepté de faire ce que le peuple veut. Et en même temps, je fais un appel aux putschistes, aux militaires de faire beaucoup attention. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont pris le pouvoir que les gens vont baisser les gardes. Ils sont sur l'œil de toute la jeunesse africaine. Le Mali n'avait pas besoin de ça, d'un coup d'État actuellement. Le pays est en crise. De 2012 à aujourd'hui, le nord du pays est divisé. C'est ce que vous voyez. Le coup d'État, ça, que ça soit clair, nous allons tous récolter ça. Ceux qui ont fait le coup d'État, ça les arrange plus que la population. On avait vu, lorsque Sanogo a fait ATT, jusqu'à présent nous sommes dans ce trou. Ça ne nous amène à rien. Ça c'est fini. Le Mali, en un mot, pour moi, c'est foutu. Le coup d'État malien, vraiment c'est décevant. Et si on voit encore toujours les Maliens qui viennent encore semer la pagaille, puisque moi je vais le dire, c'est une pagaille, et ça met l'Afrique en retard encore davantage. Et surtout qu'un président qui n'avait encore fini son mandat, il n'avait pas du tout. Vraiment les Maliens, moi je les accuse, tous, tant qu'ils sont, tous les Maliens. Si je peux donner un petit conseil aux Maliens, c'est juste leur dire que de ne pas se dire que c'est une victoire, ce n'est pas une victoire. Ils doivent vraiment se retourner à la case, de revoir tout ce qu'ils ont fait depuis le temps de Modibo jusqu'à de nos jours. Maintenant, la coup d'État, ça n'arrange pas Mali. Parce qu'en Mali, c'est un pays qui a des problèmes. Il y a plein de problèmes au Mali. Le fait que le président qui est là-bas, ce mandat, ça reste quelque chose de 2 ans ou 3 ans. On devrait se patienter. Quelle qu'en soit son incapacité, on devrait se patienter jusqu'à son mandat va finir. Il va organiser les élections libres et transparentes. Quelqu'un d'autre va venir. Normalement, on ne devrait pas faire le coup d'État. Amadou Toumane Touré qui est parti, c'est coup d'État. Ibeka qui est venu, même son mandat n'est pas fini, coup d'État. Ce n'est pas bon pour l'image de Mali. On ne le souhaite pas. Je suis vraiment désolé. Je suis contre quand même. Il fallait continuer toujours le dialogue. Il fallait toujours le continuer pour le dialogue. Ça, la solution. Coup d'État, ce n'est pas la solution. Franchement, au profondeur, coup d'État, moi, en tant que citoyen malien, ça m'a trop choqué. Le président pouvoir qui est en place même, je suis contre ça, mais je suis contre son gestion. Mais pour les Poutine quand même, franchement, je suis très déçu. Restons toujours sur le même sujet pour dire que ce coup d'État au Mali a été largement commenté par des politiques guinéens. Une question sensible qui risque d'affecter l'instabilité politique de la sous-région ouest-africaine. Le président du parti du Rassemblement guinéen pour le développement RGD a déclaré qu'il pleure pour le peuple malien. Yayo Moubari et Ibrahim Paye Kamara nous signent ce reportage. Le coup d'État au Mali est largement commenté au-delà de ses frontières. La plupart des leaders politiques guinéens que nous avons rencontrés déplorent la situation sociopolitique ayant entraîné la prise du pouvoir anticonstitutionnel par l'armée malienne. C'est le cas de ce leader politique, membre du FNDC. Je pleure pour le Mali. Je pleure pour les Maliens. Le Mali et la Guinée sont 2 poumons dans le même corps. C'est un avertissement pour tout le monde. Je n'ai pas d'autres commentaires. À l'heure où nous sommes en train d'échanger, le peuple malien doit être regardé avec beaucoup de compassion. Beaucoup de compassion. Nous souhaitons que tout se passe très bien dans ce pays. Ce coup d'État au Mali intervient au moment où les Guinéens sont appelés aux urnes pour le 18 octobre 2020. Le président du parti Rassemblement guinéen pour le développement, jusqu'ici membre du FNDC, déclare sa candidature officielle pour l'élection présidentielle. Les partis désireux de participer à ces élections ou non, certains ont répondu à l'invitation de la CENI. Ce sont les 800 millions.
L'ont-ils fait conformément à nos lois et règlements en vigueur? Le cas échéant, je n'ai rien à dire, aucune critique à formuler. S'exprimant sur la question de la caution des 800 millions de francs guinéens fixés par la CENI pour aller à l'élection, Maître Abdoul Kabele Camara partage les démarches de l'organe en charge des élections en Guinée. La politique de la résignation n'est pas l'apanage du RGD, ne sera jamais pratiquée par le RGD. Je respecte la position de tous les partis politiques et principalement ceux avec lesquels j'ai lutté pendant ces 2 dernières années pour la défense de la Constitution. Ceux qui n'iront pas, je respecterai leur position. Alors, le vœu ardent du peuple de Guinée, c'est d'assurer l'alternance démocratique. Le RGD participera à ces élections pour participer à ce combat. Visiblement, les positions politiques se précisent davantage à 2 mois seulement du premier tour de l'élection du 18 octobre 2020. Pour l'heure, les ténors de l'opposition n'ont pas encore donné leur position. Restons toujours dans le même registre politique pour parler du parti UPR de Baousmane. Plus d'une quarantaine de militants ont démissionné du parti. Ces désormais anciens membres du parti accusent le président de l'UPR de la mauvaise gestion. Suivez. Oui, comme vous avez suivi notre déclaration, nous démissionnons de ce parti par rapport à l'incohérence politique de son leader et le non-respect des textes juridiques du parti. Il faut que d'abord le président sache que nous ne sommes pas en une famille où quand le chef de famille décide, tout le monde doit le suivre sans poser de questions. Non, nous imposons la démocratie interne. Nous voulons que le président Baousmane respecte les structures de son parti. La direction nationale d'un parti, c'est le bureau exécutif national, le comité national des jeunes et le comité national des femmes. S'il veut prendre des décisions, qu'il nous consulte, qu'ensemble qu'on décide. Mais il ne peut pas s'imposer sur nous, nous ne pouvons pas l'admettre. Donc nous avons tenté beaucoup de résolutions à l'interne, nous avons engagé des médiations pour le faire ramener à la raison. Bon, mais peut-être vous n'avez pas connu l'homme, mais nous qui l'avons connu, nous voyons que c'est sans espoir. Pour le moment, nous avons 36 signataires, mais comme j'ai indiqué dans la lettre, ce n'est qu'une liste exhaustive. Ce matin, avant votre départ, je vais mettre encore à votre disposition une liste d'une dizaine d'autres démissionnaires, ce qui ramène le nombre à 47, parce que la fédération de Kissidougou vient de nous envoyer sa lettre de démission. Nous allons la présenter tout à l'heure aux médias. Donc c'est pour vous dire que c'est l'UPR qui se vide de tout son contenu, puisque tous les militants aujourd'hui, à la base, les responsables, tous sont déçus du leadership au sein de l'UPR. Nous avons un leadership qui ne bouge pas. Nous sommes désolés, mais c'est une réalité. Déjà, les membres démissionnaires, comme je vous ai dit tantôt, les démissions ne sont pas encore terminées. Nous attendons l'arrivée des listes au niveau des fédérations parce que nous avons pris contact avec toutes les différentes fédérations de ce parti pour leur annoncer que nous quittons. Donc tous ceux qui partagent les mêmes aspirations que nous vont nous rejoindre à travers leur lettre de démission. C'est cette collection de lettres de démission que nous allons synthétiser pour adresser une déclaration commune de l'ensemble des démissionnaires. C'est à l'issue de ça que tous les démissionnaires, nous allons nous retrouver pour ensemble discuter de notre avenir politique. 8 médecins ont été désignés pour certifier la bonne santé des candidats à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Des médecins qui ont prêté serment au niveau de la Cour constitutionnelle devant les hommes en robe. Cet acte hautement politique enchante le parti au pouvoir et ses alliés. C'est un reportage de Mohamed Traoré. Avant le début du dépôt des candidatures pour la présidentielle du 18 octobre prochain, le collège médical chargé d'examiner les candidats et certifier de leur bonne santé a prêté serment. Ces agents de santé sont passés devant la Cour constitutionnelle la semaine dernière pour prendre l'engagement de travailler dans le respect strict de la loi. Une démarche appréciée par ce député de la mouvance présidentielle. Par rapport à la santé de mon président, j'en suis fier. J'ai toujours dit, lorsqu'on a parlé de son âge, que si ça ne tenait qu'à moi,
on allait organiser une compétition entre le président de la République, le professeur Alpha Condé, et les principaux leaders politiques. C'est-à-dire, on les met au port autonome de Conakry et on dit d'aller à Gbessia. L'athlétisme. Vous allez voir, aucun de ceux-ci n'arrivera au point 8 novembre. Comme pour dire que c'est vrai, nous devons ménager notre santé. Mais en réalité, la santé et la longévité, c'est Dieu qui donne. Et pour cela, je suis convaincu que le président de la République, sur le plan de la santé, a une longueur d'avance sur tous ses principaux concurrents. Au cours de cet entretien, Alouseni Makanera Kake n'a pas manqué de pic pour qualifier le principal parti de l'opposition. Le FDG ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Le FDG, c'est un parti qui peut organiser de grandes manifestations politiques sur la dorsale, Bambeto Koza, Hamdallah et même jusqu'à Bailobaya. Ça, c'est vrai, c'est possible. Sur 3 à 5 quartiers, c'est possible. Mais gagner une élection présidentielle en Guinée, c'est impossible pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un parti qui ne rassure pas. Et lorsque vous ne pouvez pas rassurer, vous ne pouvez pas gagner l'élection présidentielle. La preuve la plus irréfutable, ils ne sont même pas au pouvoir, ils menacent ceux qui pensent contrairement à eux de les tuer, de les mettre en prison, et même pas ici, même la Cour pénale internationale. Désormais, rien ne semble plus arrêter le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés pour aller à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, bien que les principaux leaders de l'opposition n'ont pas dit encore leur dernier mot. Le centre de dépistage de Flamboyant dans la commune de Ratoma exige désormais aux personnes dépistées à la Covid-19 le paiement d'une somme de 650 000 francs guinéens pour récupérer leur carnet de santé. Conséquence, une vive altercation entre patients et personnel du centre a été enregistrée mardi 18 octobre 2020. Dans notre grande surprise, nous sommes venus le matin. Ils nous disent qu'il y a eu un décret déjà décrété hier, qu'on doit payer 650 000 pour le test de coronavirus en Guinée. On se demande, bien sûr, si ça va rentrer en vigueur. Pour moi, dans mes analyses, c'est à partir d'aujourd'hui, le 12/9, après 0 heure. Mais nous qui avons eu vraiment la chance d'être récupérés depuis hier, et comment ils peuvent nous dire aujourd'hui il faut qu'on paye 650 000 pour qu'on puisse rentrer aujourd'hui. Et il y a d'autres parmi nous qui n'ont même pas l'argent de poste pour se retourner. On s'est mobilisés, franchement ils ont eu peur, ils ont appelé les hauts cadres, ils disent ok, ils n'ont qu'à nous délivrer ça, mais arriver là-bas et puis on va s'expliquer maintenant. Ils nous disent qu'ils vont nous donner tout de suite l'attestation, mais il faut qu'on aille en ville, à l'AMS. Et moi j'ai gagné, pour moi c'est négatif, ok, mais il faut qu'on aille là-bas et ils ont quoi à nous dire, peut-être on doit payer là-bas l'argent là ou pas, on ne sait pas. Ça c'est ce qui va créer des problèmes ici, parce que nous on ne va jamais payer les 600 000 et pour nous on ne fait pas partir, parce que le décret est tombé et que nous on était déjà là-bas. Donc il faut vraiment réviser les choses, mettre les points sur les i. Moi ce que j'ai à dire, c'est de dire au gouvernement vraiment de venir en aide aux diaspora qui ont fait ici plus de 5 mois, 6 mois, qui ont perdu leur travail. Ici, je suis venu pour un test, c'est pour la 2e fois. Mais bon, moi, je suis étonné par rapport à cette maladie. Qu'est-ce qui m'étonne? Parce que la première fois là où je suis parti faire le test, j'ai vu quelqu'un, ils l'ont dit qu'il est positif. Ils l'ont envoyé dans un centre de traitement. Bon, c'était un lundi, le 20 juillet. Le gars, il a insisté, il dit que vraiment, comme lui, il n'a aucun symptôme, il ne va prendre aucun médicament. Ils ont insisté le lundi. Mardi, les médecins sont venus, ils l'ont dit de refaire encore le test. Ils ont refait le test. Mercredi, c'est devenu négatif. On dit sur son bulletin de sortie, ils ont dit malade le 20, guéri le 22. J'ai les preuves palpables. Donc ça crée le doute sur cette maladie. Si, bon, comme il y a trop de monde, l'organisation quand même, c'est pas une bonne organisation.
Parce que vous voyez comment les gens sont en train de souffrir pour faire au moins le test. Parce que certains même, ils disent que vraiment, il y a un lieu au niveau du pont 8 novembre. Je ne sais pas si c'est ceux qui voyagent à l'extérieur qui doivent payer de l'argent. Je ne sais pas si c'est 650 000. Je ne sais pas pourquoi. Ça. Donc l'État doit quand même faire quelque chose qui peut rassurer la population par rapport à cette maladie. La maladie, elle existe, mais il y a quand même des bisbilles qui dérangent les gens, comme le cas que je vous ai expliqué. Donc l'État, je demande à l'État, surtout au niveau du confinement là, de faire tout possible, de libérer les gens. Parce que nous sommes trop confinés. Bon, le confinement, on peut dire, bon, nous ne sommes pas à la maison ou quoi, mais le coût, l'inflation, ça dérange les gens. Je suis venu ici, ça fait 8 mois, comme ça. J'étais ici pour faire mon passeport parce qu'en Estéré, là-bas, on ne fait pas de passeport guinéen. C'est à cause de ça on est venu ici. Maintenant, en Guinée, dans notre pays, on fait nos passeports. On vient maintenant à cause du coronavirus là. On vient ici, on est tous bloqués. Les gens souffrent ici, vraiment, wallahi. Les gens souffrent ici. Si aujourd'hui on est ici pour les cartes sanitaires, on nous demande ici 600 000. On n'a rien ici, on n'a rien avec nous. Vraiment, on demande le gouvernement l'aide. Le respect du port des casques par les motards fait 2 fois à Conakry. Plusieurs détenteurs des engins à 2 roues et leurs passagers ne respectent pas cette règle pour se protéger contre les accidents de la circulation. Les forces de l'ordre tentent tant bien que mal de faire respecter cette mesure. Suivez. En Guinée, le constat révèle que plusieurs détenteurs des engins à 2 roues ne portent pas de casque. Ces détenteurs qui roulent parfois à tombeau ouvert sont exposés aux risques et périls de leur vie. Conséquence, on enregistre souvent des accidents mortels, comme nous explique ce commissaire spécial de la police routière de Matoto. Ils pensent qu'ils portent le casque à cause des policiers. Or, ce n'est pas à cause des policiers, c'est pour leur propre vie. Parce que nous sommes sur la route. C'est pour les sécuriser et sécuriser leurs biens. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Pour eux, nous sommes sur la route contre eux. Même si vous sortez tout de suite dans la cour, là, vous allez voir tous les tas de motos qui sont là comme ça. Là. Ce n'est pas par infraction, hein. C'est les cas d'accident. Et puis des accidents graves. Avant que tu ne portes sur la moto, tu dois d'abord porter le casque. Et être en chaussures fermées pour pouvoir piloter la moto. C'est de dire aux gens de respecter le port de casque. C'est très important. C'est pour sa propre sécurité. Pour limiter les dégâts dramatiques dans la circulation, cet autre commissaire interpelle les usagers face à leurs responsabilités. C'est notre combat permanent aujourd'hui, ceux-là qui roulent des motos sans casque. Et nous le faisons, c'est pour leur propre protection. C'est malheureux quand on enregistre des cas d'accident de circulation avec blessés graves sans casque. Non, la recommandation que moi je ferai d'abord au niveau des conducteurs de moto sans casque, ils n'ont qu'à cesser à partir de ce message de prendre la moto sans porter le casque. Il y a des dangers autour de ça. Selon les dernières statistiques de la police, en 5 ans, il y a eu 21 890 accidents survenus en Guinée. Des accidents ayant causé la mort de 2 781 personnes et 13 711 blessés qui décèdent par la suite et d'autres deviennent handicapés à vie. À présent, vous êtes dans votre rubrique Écho dans la cité, une rubrique qui donne la possibilité aux citoyens d'exprimer leur ras-le-bol sur des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique guinéenne. Suivez. La réclamation des 30 000, ce n'est pas une mauvaise chose, parce que c'est une loi. Mais du fait de réclamer, la façon de réclamer, c'est ce qui fait défaut. Parce que par exemple, quand on voit quelqu'un qui enlève son masque juste pour cracher ou bien sûr, on ne doit pas l'arrêter pour ça.
on doit attendre à ce qu'il on doit attendre à ce qu'il crache, qu'il reporte son masque au lieu de demander l'argent. Donc quand la loi est promulguée, il faut la respecter comme ça se doit. On ne doit pas passer, vouloir trop abuser là, c'est de l'arnaque. Donc ce n'est pas une bonne chose. Il faut faire les choses en bon et due forme. Oui, c'est normal. C'est normal parce qu'il y en a qui sont réticents. Donc il ne faut pas être réticent. C'est normal qu'il faut payer les 30 000 francs parce que tout le monde est averti pour ça il y a longtemps. Bon, ça c'est parti du président de la République. Alors il faut qu'on respecte cela. Parce qu'il y en a qui sont réticents, ils ne veulent pas prendre le masque. Or, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est pour éviter la maladie. Quand tu prends le masque, non seulement toi-même, tu es sous couvert, bon, ton prochain aussi a une couverture. C'est-à-dire, vous évitez la maladie. Moi d'abord, je crois que la police, ils exerguent ce que l'État leur a confié comme tâche. Donc moi je trouve que c'est normal. De toute façon, c'est dans l'intérêt de tous, le port des masques. Donc si toutefois ils rencontrent une personne dans la rue qui ne porte pas les masques, du coup c'est normal de demander ce qui leur a été confié. Cet argent, ça doit être dans l'intérêt de tous. De toute façon, il y a les routes qui ne sont pas réparées, il y a des hôpitaux à construire, il y a des écoles pour les enfants. Donc je crois que ça peut aller dans ces genres de trucs-là. Par rapport à ça, c'est qu'on n'a pas un État fort, un État qui contrôle. Parce que si on avait un bon État qui fonctionne, les policiers n'allaient même pas penser de réclamer 30 000 francs dans la main des pauvres citoyens. Et on connaît la situation actuelle. Les gens souffrent, il n'y a rien. Toi, tu vas minimiser les 30 000 là, mais quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, ce n'est pas normal. Donc, au lieu de réclamer 30 000, on cesse de bavettes. On donne aux gens, dit donc désormais, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. Parce que ces policiers-là, c'est nous qui l'avons recrutés pour assurer notre sécurité. Il ne faut pas qu'ils nous frappent, qu'ils nous réclament, qu'ils nous posent des conditions. Donc ça, c'est anormal. Sauf la fois passée, on dit qu'ils ont déposé je ne sais pas combien de millions. Donc ça même, c'est anormal. Il n'y a pas de reçu. Comment l'État peut donner un montant, ce que les policiers ont déposé, et les pauvres citoyens ne voient pas le reçu? Ça, on ne comprend pas. C'est une façon d'arnaquer la population. Façon d'arnaquer la population, il faut qu'on se dise la vérité. Si on parle, on dit ouais, on a tel montant, combien de millions, combien de milliards, où sont les reçus? Quels sont ceux qui ont payé les 30 000 là? Où est parti leur argent? Il ne faut pas qu'on inverse le montant comme ça. Et voilà à tous, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonsoir chez vous.